de la Tribune, écrit au lendemain du premier tour des municipales, vous avez mis en lien la montée du Front National et l'abstention avec l'Union européenne, les politiques à l'impulse et même la nature même de l'Union européenne. C'était un propos singulier. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous pensez ? Oui, tout d'abord, je voudrais préciser que l'Union européenne et les politiques européennes, économiques européennes qui ont été menées depuis 2010 ne sont pas les seuls responsables, évidemment, de la situation qu'on connaît, la situation politique qu'on connaît aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Il y a d'autres éléments qui l'expliquent. Le Front National n'est pas parvenu à faire des scores importants en France à partir de 2010. Il a commencé bien avant. Il n'en reste pas moins qu'on a remarqué avec l'élection présidentielle de 2012, mais aussi avec donc, ces élections municipales, une cristallisation du vote Front National, son renforcement dans certaines régions, qui sont notamment les régions les plus touchées par la crise, son renforcement dans d'autres régions, traditionnellement assez rétives au vote Front National, la cristallisation également du vote Front de Gauche, qui est un vote protestataire à l'encontre des politiques économiques menées, et puis surtout une hausse de l'abstention qui là pour le coup est continuelle et régulière, on va dire, depuis des années, mais qui, encore une fois, s'est accélérée cette fois, et elle s'est accélérée notamment sur un scrutin local où assez traditionnellement, les gens vont voter parce qu'ils se sentent concernés directement. Alors, pourquoi lier les deux ? Tout simplement parce que depuis 2010, il y a dans la zone euro, et en grande partie dans l'Union européenne, pas partout mais en grande partie, un choix politique qui a été fait de donner la priorité aux consolidations budgétaires. D'abord pour répondre à la crise de la dette, ce qu'on appelle la crise de la dette dans la zone euro, mais qui menaçait également de se répandre ailleurs, qui est la conséquence, je le répète quand même, de la crise financière de 2008-2009. Donc on a fait le choix de cette consolidation budgétaire, et cette consolidation budgétaire, évidemment, elle a des conséquences sociales importantes. Et ce qui est particulièrement frappant sur ces choix qui ont été faits, c'est que on les a présentés comme des non-choix, on les a présentés comme une solution naturelle, et comme le fait qu'il n'y avait aucune alternative à ce choix de la consolidation budgétaire et de l'austérité. Et évidemment, pour ceux qui sont directement les victimes, ou indirectement d'ailleurs les victimes, puisqu'il y a des gens aussi qui n'ont pas perdu leur emploi, qui n'ont pas vu leur salaire baisser, mais qui ont des amis, des parents qui sont au chômage, qui s'inquiètent également pour leur retraite. Donc il y a une conséquence directe de ces politiques-là, qui fait que les gens sont inquiets et qu'ils se disent à quoi bon voter. D'abord, à quoi bon voter, puisque j'ai voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, pour un exemple. Nicolas Sarkozy a entamé à partir de 2010-2011 une politique d'austérité. J'ai voté donc pour François Hollande en 2012, en me disant, croyant ses promesses qu'il allait freiner cette politique, et on se rend compte que non seulement il ne l'a pas freiné, mais il l'a intensifié. Donc à quoi bon voter pour un parti de gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, puisque de toute façon, une fois élu, il m'explique qu'il n'a pas le choix, il doit mener la même politique. Donc je ne vais pas voter. C'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est de dire qui, dans l'offre politique, me propose réellement une alternative. Et là, la réponse va de soi, c'est soit le Front National, soit le Front de Gauche. À mon avis, le Front de Gauche a perdu un peu de crédibilité parce qu'il a une politique de ralliement assez systématique, pas toujours, mais assez systématique au Parti Socialiste, qui fait qu'on a un peu de mal à comprendre comment il peut se présenter comme une opposition, alors qu'en réalité, il cherche l'alliance entre les deux tours pour avoir des élus. Donc on se dirige vers le parti anti-système, ce qu'on appelle, qui se présente d'ailleurs comme ça, le parti anti-système, qui est le Front National, qui lui propose une véritable alternative économique qu'on peut contester. Il y aurait beaucoup à dire, et elle est, à mon sens,
le programme économique du Front National est contestable, mais au moins il a le mérite de présenter une alternative aux gens qui sont les victimes de cette politique. Et quand on est victime d'une politique, on cherche à en sortir. Et donc, quand on cherche à en sortir, on vote pour les gens qui vous proposent d'en sortir. Donc, on vote Front National. Et donc, on a créé les conditions, au niveau européen, on a créé les conditions du vote Front National. Alors, on les a créées d'autant plus qu'on a, au cours de la période 2010-2013, créé tout un tas d'architecture institutionnelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'alternative. Ce choix-là, c'est notamment ce qu'on appelle, alors, par des noms un peu barbares, le two-pack, le six-pack, le semestre européen, qui sont des procédures de contrôle des budgets nationaux, qui en théorie n'empêchent pas les parlements nationaux de faire les choix qui seraient les leurs, mais qui en fait, dans les faits, limitent et restreint le choix de ce budget, puisque le budget national doit être soumis à Bruxelles, qui doit donner un avis. Évidemment, si l'avis est négatif, on voit mal le Parlement ou le gouvernement continuer dans cette voie-là. Donc il y a une sorte de contrôle a priori effectif. L'autre élément, c'est le pacte budgétaire qui avait été contesté par François Hollande, négocié par Nicolas Sarkozy avec Angela Merkel en mars 2012, dénoncé à l'époque par François Hollande, puis accepté suite à un sommet européen assez grand guignolesque en juin 2012, où on avait échangé ce pacte budgétaire moyennant un plan de relance totalement fantomatique. Et puis finalement, François Hollande avait demandé aux députés socialistes, élus sur un programme de rejet de ce pacte budgétaire, de voter le pacte budgétaire. Et ce pacte budgétaire, il comporte non seulement une interdiction de dépasser un déficit structurel de 0,5% du PIB, donc il va entraîner dans les années qui viennent encore une vague de consolidation budgétaire accélérée, mais aussi il soumet les budgets nationaux à des organismes indépendants. En France, c'est le Haut Conseil aux finances publiques, sur le mode un peu allemand d'ailleurs, et ces organismes indépendants, là aussi, encadrent le choix démocratique par excellence, qui est celui du budget. Je rappelle que les régimes parlementaires sont nés de luttes autour du budget. La guerre civile anglaise, c'est le droit du Parlement de pouvoir voter le budget et non pas se le laisser imposer par le roi. Et la Révolution française, c'est le droit pour les représentants de la nation de pouvoir s'opposer au roi sur les choix, notamment fiscaux. Donc c'est l'essence même de la démocratie libérale, qui aujourd'hui est un peu mis en doute, parce que cette essence même, elle est soumise à des organismes indépendants qui sont en fait des organismes qui sont chargés de vérifier que les choix démocratiques sont conformes à des choix économiques et financiers préétablis par une doctrine, qui est la doctrine libérale, qu'on pourrait dire en français à l'allemande, qui est en fait l'ordolibéralisme, qui est une vision du libéralisme qui s'est développée en Allemagne dans les années 30 et 50 et qui est fondée sur le refus de la dépense publique en tant que telle. Donc aujourd'hui, tout est fait en Europe pour qu'on ne puisse pas sortir d'une voie qui a été tracée par des gens qui n'ont pas forcément la légitimité démocratique dans tous les pays de l'Union européenne, en tout cas, pour le faire. Mais surtout, et c'est là le gros problème, c'est qu'on n'a pas démocratiquement la possibilité de sortir de ce chemin qui a été tracé. Parce que finalement, on peut très bien dire que ça a été décidé par le Conseil européen, qui est constitué de chefs d'État, qui ont été élus démocratiquement, et c'est vrai. Et donc, c'est une délégation qui a été faite, et ces choix-là ont été faits démocratiquement. Mais l'essence de la démocratie, c'est qu'à un moment, si on a envie de changer, on doit pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, les électeurs, malheureusement, heureusement, sont moins stupides que ce que les élus, eux, pensent. Donc, ils disent, on ne me laisse pas choisir, donc je vais quand même choisir. Je vais choisir soit en me retirant
de ce qui peut être conçu à juste titre comme une mascarade démocratique, puisqu'il n'y a pas de choix démocratique, soit en choisissant des gens qui ont des visions plus radicales, et qui, in fine, sont peut-être des dangers pour la démocratie libérale, mais qui, en tout cas, pour le moment, peuvent se présenter comme les défenseurs de cette démocratie. Parce que, justement, ils sont les défenseurs du choix. Voilà. Pourquoi les politiques ne veulent-ils décidément pas entendre cette nécessité de s'interroger sur l'Union européenne, son organisation, ses choix, etc. Et oui, simplement pourquoi? Ça, c'est un grand blanc pour moi. C'est une bonne question. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui une sorte de chape de plomb sur la question européenne, une chape de plomb un peu idéologique qui fait que quand on critique l'Union européenne, on est anti-européen. C'est un choix qui a été fait, un choix idéologique qui a été fait, c'est que l'Europe aujourd'hui ne peut être que celle qui s'impose à nous, telle qu'elle est. Donc il faut... les politiques des grands partis de gouvernement aujourd'hui ne peuvent pas prendre le risque idéologique de se retrouver dans une position de critique de l'Union européenne parce que schématiquement, ça veut dire pour eux que s'ils critiquent l'Union européenne, ils critiquent l'Europe. Donc ils sont des défenseurs des nationalismes, ils sont nationalistes, donc vous voyez la conséquence, si vous êtes nationaliste, vous êtes fasciste, et si vous êtes fasciste, vous êtes pour la guerre, et donc vous êtes des affreux jojo. Donc évidemment, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc ils sont insérés dans l'idée qu'on doit faire bouger les choses de l'intérieur de l'Union européenne. Le problème, c'est que l'Union européenne, depuis les années 90, la fin des années 80, début des années 90, a pris une direction en fait économique très précise avec la création de l'euro, qui est que, grosso modo, alors on pourrait, je vais être un peu schématique, mais les choix économiques traditionnels de l'Allemagne se sont imposés au reste de la zone euro, de ce qui allait devenir la zone euro. C'est pas le cas en dehors de la zone euro où les gens ont un peu plus. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez changer l'Union européenne, il faut faire un changement qui soit un changement de fond en comble, c'est-à-dire qu'il faut revenir en arrière. Or, là encore, vous vous confrontez à un problème idéologique. Si vous voulez revenir en arrière en Europe, vous êtes anti-européen, donc nationaliste, donc fasciste, donc pour la guerre. Bon, donc les gens ne veulent pas. Et donc, la conséquence, c'est que c'est impossible. C'est impossible de modifier l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, parce que l'enceinte institutionnelle qui est faite en Europe empêche la possibilité, enfin, obère toute capacité de choix économique. Donc, vous êtes contraint de faire des ajustements, des correctifs à la marge. Donc c'est le fameux plan de relance de François Hollande en juillet 2012 dont on attend encore les effets et dont on a vu d'ailleurs les effets puisque la zone euro entre juillet 2012 et la fin 2013 a connu sa plus longue récession depuis l'après-guerre. Donc vous voyez que c'était un plan de relance qui a eu un effet considérable. Donc vous êtes contraint, en fait, si vous acceptez l'Europe telle qu'elle est, d'accepter sa politique économique. Les correctifs à la marge, donner de l'argent à la BEI pour qu'elle fasse des investissements, les fonds structurels, etc., c'est bien joli, c'est sympa, parfois c'est utile, pas de problème de ce point de vue-là. Il y a eu des choses qui peuvent être obtenues, par exemple sur les travailleurs détachés, voilà, ça sont des choses concrètes, qui sont positives, mais ça ne change pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que l'Union européenne, et la zone euro en particulier aujourd'hui, qui tend à devenir une institution véritablement de plus en plus isolée au sein de l'Union européenne, la zone euro mène une politique qui est une politique récessive, et qui mène les pays de la zone euro, Allemagne exceptée pour plusieurs raisons, dans une crise économique qui pourrait se présenter comme de plus en plus durable.
et donc avec des effets sociaux qui sont de plus en plus considérables, notamment sur le plan du chômage, mais pas seulement du chômage, puisque dans des pays comme l'Irlande ou le Portugal, on a vu que le chômage avait commencé à baisser, mais il est remplacé par des emplois souvent précaires et mal payés. Donc vous avez des gens qui voient leur niveau de vie baisser et qui sont confrontés à une insécurité dans la vie quotidienne qui fait qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de cette situation-là. Et dans un régime démocratique, quand les gens ne sont pas satisfaits, ils cherchent, encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais ils cherchent encore une fois à en sortir, et c'est bien normal. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, on s'en sort avec des leçons de morale. Donc c'est pas bien de voter Front National, c'est pas bien de critiquer l'Europe. Bon, le problème, c'est que oui, c'est pas bien, mais si vous voulez, quand on est soumis à des nécessités au niveau de la vie quotidienne, les leçons de morale, on a un peu tendance à s'en moquer. Et moi, je le comprends. Le problème, c'est que nos politiques ne veulent pas le comprendre. Ne veulent pas le comprendre parce que tout simplement, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ils n'osent pas véritablement dire qu'aujourd'hui, il faut changer de cap au sein de l'Union européenne, il faut changer de cap au sein de la zone euro, que si on veut conserver l'euro, il faut imposer à l'Allemagne des transferts financiers pour qu'on reconnaisse tout simplement que la zone euro est une région économique avec des diversités, comme la France est diverse, et que voilà, si vous habitez à Paris, vous payez une partie de vos impôts qui vont dans le Limousin. C'est la vie, et ma foi, ça vous fait peut-être pas plaisir, mais vous n'allez pas pour ça demander l'exclusion du Limousin de la France, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'opinion publique européenne, on n'a pas de peuple européen, on n'a pas de conscience nationale européenne, tout bêtement. Donc, on est coincé pour faire ça. Et par ailleurs, l'Allemagne ne veut pas payer, parce que justement, il n'y a pas cette conscience. Voilà. Donc, la zone euro sans ces transferts-là, c'est simplement aujourd'hui, et c'est le chemin qu'on prend, une addition de pays qui sont en compétition les uns avec les autres, qui essayent de baisser les coûts le plus possible, parce que c'est le seul critère sur lequel ils peuvent évoluer, parce qu'ils n'ont plus la monnaie. Avant, on pouvait toujours un peu dévaluer ou laisser un peu glisser sa monnaie, etc. Ça avait aussi des conséquences. C'est pas la solution miracle, hein, mais en tout cas, ça permettait de ne pas faire peser les gains de compétitivité uniquement sur les coûts, c'est-à-dire sur les taxes, donc sur les services publics, ou sur les salaires, ou sur l'emploi. Si vous ne pouvez pas baisser les salaires, comme c'est le cas en France, vous licenciez. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a une collection de pays qui, de plus en plus, qui vont être en compétition les uns avec les autres. Voilà. On a vu que, par exemple, l'Espagne a réussi à baisser ses coûts et va être bientôt en concurrence, les produits espagnols vont être en concurrence directe avec les produits français, et que la France va être obligée de se lancer dans une politique d'austérité réelle, parce que pour le moment on a eu une austérité en France, mais qui est assez modérée quand on la compare à celle qu'on a connue au Portugal, en Espagne ou en Grèce. Et on va être obligé d'aller dans cette direction-là, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Si on doit baisser les coûts, on n'a pas le choix. Donc, on se retrouve avec une zone euro qui, en fait, renforce le nationalisme. Parce que si on voit qu'on est obligé de faire ça à cause des Espagnols, on va dire les Espagnols, ils ont baissé leurs coûts, c'est de leur faute. Comme on dit, c'est la faute des Allemands parce qu'ils ont... Et donc on se retrouve dans une situation où, en voulant renforcer l'Europe, on l'affaiblit. Si on arrive on développe une politique de concurrence entre les pays, les partis nationalistes, les vrais partis nationalistes, seront ravis de pouvoir dire « mais ce sont les Espagnols qui ont baissé leurs coûts et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous licencie, c'est pour ça qu'on baisse vos salaires, c'est pour ça qu'on réduit votre niveau de vie ». Ils seront ravis de ça. On leur fait un pont d'or. Vous comprenez ? Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est après en France, parce que ça existe déjà en Grèce. On voit un parti néo-nazi qui, malgré les leçons de morale, se maintient à 10%. Il y a un parti d'extrême gauche qui est à 30, il y a un parti communiste qui est à 6, donc si vous faites l'addition, vous êtes à 46. Voilà, et je vous passe, il y en a d'autres. Donc, aujourd'hui, les leçons de morale, c'est bien joli, mais la réalité, c'est que la politique qui est menée nous mène directement dans le mur.
Et on ne s'en sortira pas par des leçons de morale, à la fin. D'un côté, vous dites que l'Union européenne, est-ce qu'elle est présentement quelque part être autre et comment dire les choses? Je ne vois pas de solution à ce que vous dites. Comment on peut s'en sortir? Parce qu'effectivement... Si j'avais la solution, je me présenterais aux élections. Je ne l'ai pas. Non, la réalité, c'est que ce que je voulais dire, c'est que on peut toujours bouger, on peut toujours faire changer les choses. La France, c'est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne. C'est sa deuxième ou sa troisième économie. Si la France pèse, elle n'obtiendra pas tout ce qu'elle veut, parce qu'elle a des problèmes par ailleurs, etc. Mais elle peut faire réfléchir les choses. Ce que je vois, ce sont des politiques français qui ne cherchent même pas à peser. Je prends un exemple très simple. On avait la question des euro-obligations. On peut toujours dire c'est pas la solution, etc. C'était une tentative de créer un budget au niveau européen, avec surtout, de fait, des transferts. C'est-à-dire que tout le monde paye dans un pot commun et puis on redistribue en fonction des besoins. Cette tentative a été abandonnée par Jean-Marc Ayrault un mois après l'élection de François Hollande. Voilà. Si la France était fait le champion de ces eurobonds, c'eût été quelque chose de positif. Et on aurait dit aux gens, on a réellement changé quelque chose. On a contraint, là pour le coup, les Allemands à faire quelque chose. Et les Allemands auraient dit, bah oui, alors bon, dans ce cas, le pacte budgétaire, peut-être qu'il se justifie. Eh bah oui, peut-être que dans ce cas, il se serait justifié. Parce qu'il y aurait eu une compensation. L'Europe prenait du coup, enfin la zone euro là, prenait du coup un visage complètement différent. Il y avait une solidarité. Aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité, il y a juste la compétition. Un exemple. Encore une fois, moi je ne suis pas un grand partisan des eurobonds, mais ça aurait été une possibilité. L'autre possibilité, si vous voulez, après il y a des caractères techniques, etc., mais l'euro c'est une monnaie. Une monnaie, ça se change. Voilà, c'est tout. On peut s'en sortir, il y a des des pays qui peuvent sortir de la zone euro si l'euro devient un fardeau pour eux. Pourquoi s'interdire de réfléchir à ça? Pourquoi s'interdire de réfléchir à la sortie de la zone euro? Pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le Parti démocratique ait abandonné ce champ de réflexion. Aujourd'hui, l'euro est un poids pour l'économie française. Tous les économistes le disent, même les plus orthodoxes. Alors, ils le disent d'une certaine façon, mais ils le reconnaissent. C'est un poids pour l'économie française. Donc, il y a deux façons de modifier ce poids. La première façon, comme je vous ai expliqué, c'est de baisser les coûts en interne pour pouvoir gagner de la compétitivité via ce qu'on appelle une dévaluation interne. C'est douloureux. On nous dit que c'est la seule solution. La deuxième solution, c'est de sortir de la zone euro, d'avoir une monnaie qui est moins faible. Ça ne règle pas tous les problèmes, ça n'empêche même pas l'austérité, mais ça la rend moins forte. Voilà, ça crée de l'inflation, donc il va falloir se réhabituer à l'inflation. Il y a beaucoup de dangers à faire cette sortie-là, mais il y a beaucoup de dangers à rester dans la zone euro. La question n'est pas de savoir si vous voulez, la question est de redonner du choix, de redonner de l'épaisseur à la discussion. Voilà. Parce que si en face vous avez juste des fascistes qui veulent sortir de la zone euro et en face des gentils démocrates qui veulent y rester, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de... Mais les gens qui ont le sentiment que c'est à cause de l'euro, et ils ont en partie raison, qui souffrent, ils vont se dire, mais moi, à la limite, tant pis, je suis fasciste. Ok, voilà. Et si vous voulez, ce qui m'inquiète dans la réaction du gouvernement actuellement, c'est véritablement ça. C'est de dire que, voilà, par exemple, un économiste qui propose la sortie de la zone euro est un économiste d'extrême droite. Ça veut rien dire. Il l'a dit lui-même, c'est Jacques Sapir. Bon, Jacques Sapir, on peut le critiquer par ailleurs. Moi, je ne suis pas un sectateur de Jacques Sapir. Il propose une alternative. Bon.
ça en fait immédiatement quelqu'un qui est d'extrême droite. Je comprends pas. L'euro, c'est une monnaie. Un économiste d'extrême droite, c'est quelqu'un qui veut déporter une masse de population de par son origine et la faire travailler gratuitement dans des camps. Oui, ça, c'est un économiste d'extrême droite. On parle pas de ça. On parle pas de ça. C'est pas parce que la France aura sa monnaie qu'elle va déclarer la guerre à l'Allemagne. Quel rapport? Quel rapport? On va être en compétition avec l'Allemagne si on a notre monnaie, bien sûr. Mais si on ne l'a pas et si on reste dans l'euro, on est en compétition avec l'Allemagne. Et en l'occurrence, on l'est réellement. Et on l'est violemment. Très violemment. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut simplement arrêter de penser simplement dans le cadre d'une idéologie, mais aussi réfléchir aux conséquences des choix politiques et économiques qu'on fait pour la population. Et ne pas leur dire simplement baisser la tête, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Parce que simplement, les gens, au bout d'un moment, vont reprendre le contrôle de la situation. Vous savez, moi, la situation actuelle, elle me fait un peu penser à celle qui était le cas à la fin de la monarchie de Juillet, où on disait tout le temps il y a une différence entre le pays légal et le pays réel. Et on est dans cette situation-là, et je crois que la construction institutionnelle de la France renforce encore ce sentiment-là, parce qu'il y a toute une partie des idées politiques en France qui sont exclues du Parlement, des conseils municipaux, parce qu'on a un système majoritaire qui ne donne pas la parole, ne permet pas de donner la parole à tout le monde, dans les instances démocratiques, pas dans les médias. Mais du coup, dans les médias, on va donner de plus en plus la parole à ceux qui font la différence, et on va les renforcer. Mais comme ils n'arrivent pas à rentrer au Parlement pour autant, vous avez une véritable scission qui est en train de se faire. Et ça, on va pas ça va être de plus en plus difficile, si vous voulez, de revenir ensuite à quelque chose qui soit tenable. Le problème, c'est que quand une partie du peuple est séparée du régime politique dans lequel vous êtes et le rejette, je dirais, radicalement, c'est très difficile de le faire revenir. Même si vous changez de politique économique au bout d'un moment. Parce qu'il y a cette habitude du rejet du régime politique. Donc on est parti d'une conséquence économique et on arrive à un vrai problème qui, là, pour le coup, est un vrai problème politique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Donc on continue, et on a vu ça dimanche soir lors des débats qui ont succédé au résultat des élections municipales. Cette espèce d'inconscience qui consiste à dire qu'il faut faire des fronts républicains, que c'est la faute de la droite ou de la gauche ou de je ne sais qui, et que personne ne prend en compte la réalité qui est que aujourd'hui, si on veut sauver la démocratie, il faut faire de la démocratie. Et faire de la démocratie, c'est donner des alternatives aux gens. Et c'est la responsabilité des partis démocratiques aujourd'hui, à mon avis, de présenter des vraies alternatives à la politique économique qui est menée. Ou de la faire accepter par les gens, ou de trouver des moyens acceptables de faire cette politique-là, mais en tout cas de changer, et on ne peut pas continuer dans cette voie-là.